Bonjour, nous sommes le samedi 17 août 2019. Quand j'étais gosse, il y avait des anciens combattants. C'était des gens souvent qui avaient une béquille parce qu'il leur manquait une jambe. Ils étaient dans des chaises roulantes, ils avaient le visage plus ou moins abîmé. Parfois, ils portaient leur médaille, voilà, pour qu'on se souvienne. C'était les anciens combattants de la guerre de 14. Voilà. Les autres, les anciens combattants de la guerre de 40, bah, c'était nos parents, ceux qui nous poussaient dans nos poussettes. Alors, ils avaient accompli quelque chose. Euh, C'était pas brillant. Ceux qu'on voyait avaient survécu. Ceux qui étaient là, ben, ils s'étaient bien battus, la preuve. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que c'était simplement une tentative de l'espèce de réduire le nombre de jeunes mâles par des moyens détournés? C'est bien possible, parce que plus personne ne sait exactement de quoi il s'agissait dans cette guerre de 14, quels étaient les véritables enjeux. Après, on a vu, avec le traité de Versailles, on a vu les vainqueurs ont expliqué aux vaincus de quoi il s'agissait. Et comme l'a dit Dickens à l'époque, ils ont obligé les vaincus à vouloir prendre leur revanche, ce qu'ils ont fait. Nous sommes arrivés plus ou moins à sortir de ce cycle, ce qui a permis à des gens comme moi de vivre probablement leur vie entière. C'est pas encore tout à fait terminé, on ne sait jamais. Sans qu'il y ait de véritables batailles dans les rues du pays où on habite, ce qui est quand même assez considérable. Alors, les anciens combattants, c'est qui? Les anciens combattants, maintenant c'est nous. C'est Peter Fonda qui est mort hier. C'est David Bowie qui est mort il y a quelque temps. Ce sont les gens de ma génération, les gens qui ont voilà le même âge que moi. C'est nous, c'est nous. Alors on présente le même visage avec des cheveux blancs, de la barbe blanche, la moustache blanche vis-à-vis des petits-enfants. Et on peut faire la même chose, on peut essayer de leur transmettre quelque chose. Ça se fait un peu tout seul, la société nous place dans ce rôle de sage. Ça m'a fait très plaisir, c'était quoi? C'était hier, je crois, de recevoir un mail de quelqu'un qui avait lu un texte que je lui avais envoyé pour sa revue et qui me dit la fin est splendide. Voilà, ça fait plaisir. Qu'il y ait une faculté de théologie qui me demande de venir inaugurer son année, c'est splendide aussi. Ça m'était jamais arrivé avant. Et je vais essayer de dire voilà, là aussi, je vais essayer de dire des belles choses. Et voilà, on est un peu des sages. Alors, en même temps, comme les poilus, comme les anciens combattants de ma jeunesse, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on a pu faire, Et David Bowie, Peter Fonda, c'est un peu ça nous dit un petit peu, ça nous situe ce qu'on a essayé de faire. On a inventé des choses dans le domaine de l'art. J'ai déjà plaisanté à ce sujet-là. En mai 68, il se passe des tas de choses en France qui sont importantes, et il y a encore des choses qui vont se passer dans d'autres pays comme conséquence de 68. Mais on est en fait déjà, on est dans le reflux déjà du grand mouvement de la jeunesse. Moi, je me suis au moment où il y a mai 68, je suis en train de terminer la rédaction de mon mémoire de sociologie, de licence, sur le mouvement Provo. Et le mouvement Provo, c'est quelques années auparavant. J'ai encore tout ça. Je vous montrerai un jour le livre de Monsieur Peter Navarro que j'ai dans ma bibliothèque. Mais Provo, c'est ça, voilà, c'est Roel van Duin, avec qui j'ai passé une soirée extraordinaire. C'était pas des souvenirs d'anciens combattants et le dessin c'est de Willem, vous voyez, Willem était déjà là, c'est là qu'il vient Willem. Willem il vient de Provo, c'est là qu'il a fait ses premiers dessins. Roel van Duin c'est un des leaders de ce mouvement. Il y avait d'autres personnes plus, je dirais,
Roel van Duin, c'était un penseur anarchiste, il l'est toujours d'ailleurs. Mais il y avait des personnages plus folkloriques. Voilà. Ça va dire quelque chose à mon ami Johan Leesmaker de voir que j'ai des exemplaires de livres de John Heed, de Self-Kicker. J'ai tous les livres, voilà, tous les livres qu'on a fait à l'époque. Ça, c'est machin. Vous savez qui est le gars qui est là? C'est le gars qui a inventé le Vélib. Voilà, les vélos blancs. J'oublie son nom. Mais c'est un des provos qui a lancé ce mouvement des vélos à la disposition de tout le monde. Et ça avait été une révolution à l'époque. Les provos se battaient aussi pour des choses assez extraordinaires, comme les quartiers piétonniers, etc. C'était considéré comme le summum de l'anarchisme. Et ça prouve qu'on a quand même, voilà, il y a quand même on dit qu'on a eu que des défaites, mais c'est pas vrai. On n'a pas eu que des défaites. Ça existe maintenant, les quartiers piétonniers, ça existe, les vélos à la disposition de tout le monde dans toutes les villes. Ce que les gens ont oublié, c'est que c'est pas venu tout seul, que ça a été des combats et des combats, des gens matraqués dans les manifestations, des gens qui passent la nuit au poste et ainsi de suite. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire nous maintenant? Il y a eu Provo, il y a eu le mouvement aux États-Unis, bien sûr, le mouvement hippie. Ça a aussi produit des grandes réflexions. Si vous avez jamais lu ce livre-là, je sais pas si ça existe en français. C'est Emmett Grogan, Ringo Livio. C'est le penseur vraiment de San Francisco. C'est le gars de la gratuité, à San Francisco en 1965, 66, 67. Qu'ont fait les aînés? Les aînés. Je ne vais pas montrer un livre de Simon Finkenauer parce que justement Johan Leesmaker va me tomber dessus. Il considère que Finkenauer a mal tourné. Mais qu'ont fait les aînés? Les aînés, ils ont fait ce que j'essaye de faire maintenant, c'est-à-dire de dire aux jeunes qui sont en train de faire des choses, comptez sur nous. On n'est plus l'avant-garde parce qu'on est trop vieux, mais on peut vous aider, on peut vous donner du conseil et on peut dire qu'on est à vos côtés, comme l'ont fait Constant aux Pays-Bas à l'époque de Provo, le grand architecte Constant Nieuwenhuis, comme l'a fait Corneille, le peintre, comme l'ont fait Jan Wolkers. Ah, je sais que Johan aime bien Jan Wolkers. Voilà, Jan Wolkers. Tout ça, il fallait, comme l'a fait Harry Mulisch. Harry Mulisch aussi, extraordinaire auteur néerlandais. C'était les aînés. Ils ont dit, on est à vos côtés, on va vous soutenir. Quand il a fallu signer des pétitions, quand il a fallu faire des déclarations à la presse, tous ces gens-là étaient là pour dire. Ce que vous faites maintenant, c'est des choses pour que c'était plus jeune. Mais enfin bon, des gens qui avaient déjà un nom, comme Corneille, comme Constant. On dit, on est avec vous, on va vous soutenir. Si vous nous demandez des conseils, on ne va pas imposer nos conseils, mais si vous les demandez, on est prêt à les donner également. Voilà ce qu'on peut faire. Mais voilà, l'ancien combattant Jorion, il faut bien dire que c'est dans cette période 65 à 75 qu'on a fait, je dirais, qu'on a été au mieux de notre forme. On n'a pas tous fait de la musique, je suis incapable de faire de la musique, mais je peux en parler. Mais j'étais là, je faisais partie, et voilà, dans la nuit, mes copains, parce que j'étais le seul à avoir une bagnole, c'était pas une Aston Martin, c'était une 2 chevaux, qui sont venus me réveiller en disant, il y a Steppenwolf qui chante qui est à Amsterdam au Paradiso ce soir. Il faut absolument qu'on y aille. Et Bruxelles-Amsterdam, c'est pas un truc qu'on improvise comme ça. Surtout à l'époque, il n'y avait pas encore autant d'autoroutes que maintenant en 2 chevaux. Moi, on est allé écouter Steppenwolf. Steppenwolf, j'ai mis la vidéo hier, c'est sur ceux qui chantaient Born to be Wild, qui est une sorte de le chant de ralliement autour de Easy Rider, de ce film qui est fait déjà au moment, on est déjà sur la pente descendante là, en 69.
On n'est plus au tout début. Il y a eu voilà, il y a eu 65, 66 en Hollande, il y a eu 67 aux États-Unis, il y a eu 68 en France. Je parle des points culminants. Et quand Dennis Hopper fait ce film avec ses copains, Peter, excusez-moi, Peter Fonda et Jack Nicholson, qui est déjà là partout. Jack Nicholson, c'est lui qui fait le scénario de The Trip. C'est lui le passager, voilà, derrière Peter Fonda sur le chopper, sur la motocyclette. On est dans le mouvement descendant. On a lancé plein d'idées, et comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont restées. Qu'est-ce qu'on aura fait essentiellement? On aura montré à cette époque-là que l'esprit de révolte, ça, c'est toujours là. Chaque génération a son moment. Il y a les surréalistes dans les années 20, les années 30, il y a eu les dadaïstes, etc. Il y a des gens qui révolutionnent la manière de faire les choses, et ça reste parce que ça reste des références pour la suite. Ça peut être un peu des feux de paille. On peut se tromper après sur ce que ça a donné. Vous entendrez des ânes dire que 68 ça a créé l'ultralibéralisme parce que 68 avait ce slogan, il est interdit d'interdire, et tout le monde sait que c'est maintenant, on le rappelle récemment, c'était une blague, c'était pour se moquer de 68, ce pseudo slogan, il est interdit d'interdire. Les slogans de 68, c'était des choses plus intéressantes, court vieux monde. Voilà, nous on a fait ça, on a entre 65 et 75, on s'est donné beaucoup de mal. On a essayé de changer les choses. On a été aidé un peu par les circonstances. On a été un peu défavorisé aussi par les circonstances. Il y avait trop de drogues qu'on pouvait trouver trop facilement. Et il y en a quelques-uns d'entre nous qui se sont vraiment, si pas entièrement flingués comme ça, qui se sont cramé le cerveau, ce qui n'est pas jamais une bonne chose à faire puisqu'on en a besoin par la suite. Ça n'aidait pas. Mais il y a eu ce qui a permis de changer, il y a eu la pilule, et ça a permis que les hommes et les femmes fassent des choses ensemble. C'est la première fois que les femmes et les hommes pouvaient véritablement faire des choses ensemble de la même manière. On était tous là, et cette pilule nous permettait de donner une liberté extraordinaire, faut bien dire, aux femmes. Ça permettait aux hommes aussi d'encore réfléchir un peu moins que d'habitude, alors qu'il restait déjà pas grand-chose. Je m'égare. Qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi à faire ça. C'est pas terminé, comme j'ai dit. On a encore un petit rôle à jouer de soutien. Et puis, il faut bien dire, ces combats-là permettent quelques victoires. Il y a des idées qui passent, mais il y a aussi beaucoup de défaites, il faut bien le dire. Et si vous vous souvenez, si vous avez vu Easy Rider, si vous l'avez pas vu, je mettrai ça en dessous de la vidéo. La fin de Easy Rider, c'est il y a deux Trumpistes, il y a deux gars de Make America Great Again. On voit bien, c'est des gens qui n'ont pas eu l'occasion de terminer l'école primaire. Je dis pas ça méchamment. C'est les circonstances qui font ça. Mais on n'est pas tellement reconnaissant à tous ces blancs américains qui n'ont pas terminé l'école primaire de penser que Trump c'est une bonne chose. Ça met des bâtons dans les roues, ça permet à Trump de faire machine arrière sur beaucoup de choses dont on imaginait que c'était des acquis. Alors le combat n'est pas terminé. Il y a des ennemis, il y a des gens qui vont empêcher que le genre humain essaie de survivre. Bonne chance aux jeunes, bonne chance à Greta Thunberg et à tous ceux qui la suivent. Il y a des crapules dans notre génération, ce sont les gens qui s'en prennent à Greta Thunberg, qui trouvent qu'elle n'est pas assez ceci, qu'elle n'est pas assez cela, que ses parents auraient dû la garder à la maison. C'est comme ça qu'on va. Pour le moment, il y a deux camps qui sont en train de se créer. Et ces deux camps, c'est clair. Il y a
Il y a ceux qui sont pour Greta Thunberg et il y a ceux qui sont contre. Et ce sont des camps, j'allais dire des shows, ce sont des camps qui sont véritablement dressés l'un contre l'autre. Et c'est pas indifférent. Même si du côté de ceux qui sont contre Greta Thunberg, il y a des gens qui brandissent l'immortalité comme étant la solution à nos problèmes, ce sont des gens dangereux. Et comme d'habitude, les gens dangereux, ils ont le fric de leur côté, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens dont on ne dispose pas. Mais réfléchissez-y. Il y a d'un côté ceux qui disent du bien de Greta Thunberg, c'est-à-dire de la survie de l'espèce, appelons ça par son nom, et ceux qui en disent du mal, et ceux-là, ce sont des ennemis de l'humanité, ce sont les gens qui ont toujours été pour l'obscurantisme, contre la pensée, contre l'humain, des gens comme Heidegger, dont il est, je le répète toujours, dont il est triste qu'il y ait des gens intelligents qui continuent à dire du bien de ce penseur nazi, ce philosophe du nazisme, celui qui a conçu une philosophie nazie en tant que telle parce qu'il était nazi. Je termine là-dessus, c'est pas ça que j'avais l'intention de dire, mais c'est toujours bon de rappeler il faut réfléchir maintenant. Quand je dis qu'il y a deux camps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de convaincre les autres. Bien sûr, il faut convaincre les autres. On n'est pas comme ça, on n'est pas né dans un camp. Il y a des gens qui changent de camp et voilà. Mais sachant qu'il y a un grand combat, le plus grand combat, sans doute pour l'espèce, c'est maintenant, c'est sa survie. Et il y a des ennemis, ils sont puissants, ils ont du fric. Allez, à bientôt.